journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, rentrée syndicale ce matin à Libreville de la Fédération des syndicats de la communication et cinématographique publique. Une rentrée syndicale devant permettre à ces derniers d'être situés sur le plan d'action de mise en œuvre des propositions du Forum de la fonction publique. Le Code du travail au Gabon, au centre d'une plénière tripartite gouvernement employeur-travailleur ce matin à Libreville, en produit de l'aboutissement à la signature du document final. Le nouvel édile de la ville de Libreville connu demain suite à la convocation du conseil municipal extraordinaire présidé par le gouverneur de l'Estuaire. Et enfin, monté au créneau ce matin des pasteurs de l'église évangélique du Gabon, originaires de Logoué-Vindo. Ces derniers, à travers une déclaration, demandent le départ de l'actuel président pour malversation financière. À toutes et à tous, rebonsoir. Activité gouvernementale avec l'audition ce matin devant la représentation nationale des membres du gouvernement en charge des eaux et forêts et des travaux publics. Des questions orales liées au conflit homme-faune pour le ministre Lee White et la dégradation très avancée du réseau routier pour le ministre Léon Armel Bounda Balonzi. Une plénière qui s'est tenue conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution et 143 du règlement de l'Assemblée nationale. Reportage de Ray Moussavou de Santa Fe. Les questions orales aux membres du gouvernement ont constitué la première partie de cette séance plénière. Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres a été interrogé par le député du 2e siège de la Duini sur le conflit homme-faune. Le conflit homme-éléphant est particulièrement un problème grandissant dont les conséquences socio-économiques sont sur la quasi-totalité du pays. Le ministre, le professeur Lee White. Les causes les plus probables sont l'intrusion du braconnage massif en forêt profonde, poussant les éléphants aux alentours du village pour y trouver refuge. Et deuxième, le lien révélé par la récente étude scientifique réalisée à la Lopé qui établit que l'influence des changements climatiques réduit la fructification des arbres en forêt, qui entraîne la diminution de la quantité de fruits disponibles pour les éléphants. Et le fait que les éléphants deviennent de plus en plus maigres, ils ont faim, ce qui expliquerait leur rapprochement vers les plantations et ainsi à la récurrence des conflits. Bonaventure Nzigouman Fumbi, l'élu du 2e siège du département de la Duini, s'est par la suite adressé au ministre des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures sur le mauvais état du réseau routier national. Léon Armel Bounda Balonzi. Sur les routes bitumées, de un linéaire de 1742 km, il s'agit de réaliser des campagnes d'auscultation des chaussées construites avant 2005, de programmer une réhabilitation ou renforcement en fonction des résultats des auscultations. Sur le réseau prioritaire non revêtu, sur le réseau prioritaire de niveau 3, il bénéficiera des travaux de rechargement partiel, soit en entreprise ou en régie. La sécurisation des populations rurales et l'accès à des routes praticables en toute saison, une priorité du gouvernement que dirige Rose Christiane Osuka Raponda. L'examen et l'adoption de 9 textes législatifs et réglementaires ont constitué la deuxième partie de cette plénière. Voilà, c'est pour apporter des réponses aux préoccupations des députés que le ministre des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures a fait un état de lieu des travaux réalisés et en cours de réalisation sur l'ensemble du territoire national. Écoutons Léon Armel Bounda Balonzi. Certains chantiers issus du programme d'urgence sont en cours. Il s'agit notamment de Tumkango, axe confié à la société autoroutière gabonaise, SAG, pour le projet de construction de la transgabonaise. Le réaménagement de l'exploitation et de la route transgabonaise par la liaison Libreville à Franceville, par la RN1, RN2, RN3, RN4, longue de 828 km. Kougoulou-Medouneux, long de 160 km. Cet itinéraire a été sectionné en plusieurs lots de 40 km chacun. Le démarrage des travaux de réhabilitation est imminent par les entreprises adjudicataires des marchés, Bulle BTP, Sokoba, Gefra. Sam Bibas ne présente aucun point noir ni aucune interruption de trafic. La vitesse moyenne praticable est de 60 km à l'heure. Les Bamba Bego Malinga. Ces travaux d'entretien ont démarré avec la régie et se sont arrêtés, mais vont se poursuivre en 2021. Mugamo Ibunji, les travaux d'entretien sont également exécutés par la régie, actuellement sur près de 19 km. La vitesse moyenne praticable est de 40 km à l'heure. Ces travaux se poursuivront en 2021. Yombi Manji, les travaux de rechargement partiel sont exécutés pour partie
par un opérateur économique de la zone forestier et pour l'autre partie par la régie administrative. Sur l'axe Ovo-Makoko, les travaux de remise en état sont en cours d'exécution en régie administrative. Démarrés à partir de Makoko vers Ovan par le curage des bourbiers, traitement des points singuliers, ils sont localisés au PK50. Bilinga-Mayumba, c'est le chaînon manquant de bitumage de l'axe Chibanga-Mayumba dont les travaux d'aménagement sont arrêtés depuis 2015 pour défaut de financement. Mbadi-Mwabi-Murindi-Chibanga, le marché des travaux de l'habitation de cet itinéraire confié à Mika Service dans les temps n'avait pas prospéré faute de financement. Le marché a été résilié à l'amiable. Dossier eau et forêt, comment conserver le patrimoine forestier gabonais? Pour atteindre cet objectif, nous devons préserver certains animaux, car depuis plus de 60 ans que la forêt est exploitée, le reboisement se fait tout seul. Nick Jocelyn Fouba. Prospère et stable, le Gabon a réussi à protéger sa faune et sa flore parmi les plus diverses de la planète. La conservation de la flore passe également par la préservation de certains animaux. Le professeur Liwat, ministre des Eaux et Forêts. Vous savez, on est béni au Gabon. On a dans la forêt beaucoup d'arbres que les graines sont dispersées par les animaux. Donc, pour beaucoup de nos arbres, on n'a pas besoin de replanter parce que ce sont des singes, des calaos, des éléphants, des gorilles qui replantent. Donc, on fait ce qu'on appelle un prélèvement sélectif. On coupe 1 à 2 arbres par hectare, on laisse la forêt et si on garde l'écosystème fonctionnel, si on évite de massacrer toute la faune, l'écosystème va se reconstituer tout seul. On regarde quand même la possibilité de enrichir la forêt secondarisée, la forêt exploitée, avec certaines essences qui ont une régénération difficile. Le Moabi, c'est un exemple. Le Moabi, aujourd'hui, c'est protégé en partie parce qu'il y a très peu de régénération de Moabi. Donc, on est en train d'expérimenter. Est-ce qu'on peut élever les Moabi en pépinière, les planter dans les trouées dans la forêt après l'exploitation et donc enrichir la forêt avec Moabi, avec Kevazingo, avec Padouk, avec toutes ces essences. Il suffit de survoler le territoire national pour comprendre ce qui forge l'identité de notre pays. L'immense étendue de forêt qui couvre plus de 80%. Le professeur Liwat revient sur les caractéristiques de l'Okoumé. Dès qu'on arrête de brûler la savane au Gabon, c'est la forêt qui s'installe. Le koumé, c'est une espèce qui aime la lumière et qui s'installe dans les savanes, dès qu'on arrête de brûler. Donc le koumé, notre koumé, c'est une essence, il a besoin de lumière, c'est une essence de la forêt secondaire. Le fait qu'on a toute cette richesse de koumé aujourd'hui, qu'on exploite, c'est un accident de l'histoire, parce qu'il y a un siècle, les colons ont forcé presque tous les villages au Gabon de se regrouper sur les grands axes. Donc les Gabonais étaient obligés de quitter la forêt pour venir sur les routes. Et toutes les plantations qu'ils ont laissées à cette époque-là sont devenues des forêts de koumé. Le Gabon a offert 13 parcs à la communauté internationale, soit 11% de son territoire. Cependant, l'exploitation illégale des ressources forestières est toujours d'actualité dans notre pays. Le Code du travail au Gabon, objet d'une plénière ce matin à Libreville, à laquelle ont pris part le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. En filigrane à la concertation et à l'analyse des recommandations du BIT, le Bureau international du travail, avant d'aboutir à la signature du document final qui sera déposé au Parlement. Les grandes lignes avec Tian Davila Engemini. Il était question au cours de cette plénière de la restitution des travaux du projet de révision du Code du travail après avis du Bureau international du travail et l'arbitrage du gouvernement sur les points de divergence entre les parties prenantes. Retenon Ndiaye, premier vice-président de la Confédération patronale gabonaise. Les points qui avaient été envoyés au niveau du BIT, 17 ont été approuvés par les travailleurs, 10 n'ont pas été partagés et 3 n'ont pas fait l'objet d'opinions particulières. Pour les employeurs, 17 ont été validés et 13 n'ont pas été partagés. Voilà un peu la situation des points qui avaient été envoyés au BIT. Et ce sont ces points-là qui font l'objet de la restitution, plus un certain nombre d'autres avis et observations qui avaient été faits par le BIT sur l'ensemble du projet du Code du travail. Si c'est au gouvernement que la loi confère le droit de transférer le projet du Code du travail au Parlement, les travailleurs disent rester attentifs aux décisions. Léon Mébiam, représentant des travailleurs. En tant que travailleurs, nous prenons acte
Évidemment, c'est le gouvernement à qui la loi confère le droit de transférer le projet du Code du travail au Parlement. Et donc, c'est à nous, si nous ne sommes pas d'accord, de faire des démarches dans ce sens-là, aller vers le Parlement et pouvoir dire au Parlement que ce que le gouvernement a dit, ce n'est pas bien. Ils n'ont pas pris en compte un certain nombre de choses que nous avons suggérées. Et mieux, si l'Assemblée nationale, ça vise d'adopter les choses à l'encontre des travailleurs, nous allons nous regrouper, nous allons rentrer dans des grèves pour aller contre ce Code du travail qui, semble-t-il, a été pris par le gouvernement sans notre accord. Prochaine étape, l'adoption par les deux chambres du Parlement. Au sortir de dits travaux, les travailleurs s'estiment insuffisamment protégés et ont dit leur mécontentement face à l'arbitrage du gouvernement. Ces derniers ont d'ailleurs claqué la porte. Écoutons Jocelyn Goma, vice-président des travailleurs, toujours au micro de Tian Davila Lengemini. À la lecture de la restitution par le modérateur, donc, nous constatons malheureusement qu'il y a un certain nombre d'articles qui n'ont été ni querellés par les employeurs ni querellés par nous, qui ont été malheureusement modifiés. C'est le cas par exemple de la modification du contrat. Donc on est un peu surpris aujourd'hui du document qui nous est lu. Et donc j'ai été interpellé par tous les membres de la commission pour me demander de transmettre au gouvernement que nous quittons les travaux pour nous rapprocher de nos mandants, parce que nous ne sommes que des mandataires sociaux, pour nous rapprocher de nos mandants, pour leur faire le compte rendu des travaux quasiment à la fin, pour leur demander la conduite à tenir. Parce qu'on ne veut pas porter la responsabilité nationale des choses qui vont remettre en cause la sécurité des emplois des compatriotes. Le gouvernement a modifié des compromis sur lesquels nous étions tombés d'accord avec les employeurs, donc ça c'est quand même un peu regrettable. J'ai envie de comprendre quel est l'intérêt du gouvernement à modifier un accord entre les différents partenaires sociaux qui animent le secteur économique du pays. C'est nous qui sommes sur le terrain, les employeurs et nous, c'est nous qui savons quelles sont les réalités du terrain. Quel est l'intérêt de l'arbitre d'arbitrer contre les deux parties qui ont trouvé un compromis entre eux. La Fédération des syndicats de la communication et cinématographique publique a effectué sa rentrée syndicale ce matin à Libreville et singulièrement à la maison Georges Raviri. Une rencontre syndicale qui a permis aux professionnels des médias d'être fixés sur le plan d'action de mise en œuvre des propositions du Forum de la fonction publique. Greta Matsanga. Comme recommandé par le Bureau international du travail, la Fédération des syndicats de la communication et cinématographique publique a placé cette rentrée syndicale sous le sceau du dialogue social. Aminata Nzomba épouse Ondo. Depuis plus de 4 mois, on a mis en place cette fédération où vous retrouverez l'IGIS, TDG, Radio Gabon, Gabon Télévision représenté par le SINAPAP, ce syndicat de l'AGP, pour que nous puissions ensemble travailler et faire des propositions au gouvernement, qui est représenté par notre ministre de tutelle. Donc c'est dans cette optique que la fédération pensait qu'il fallait faire cette rentrée syndicale. À quelques jours de l'année 2021, parce que vous savez qu'en 2021, nous risquons encore, nous les travailleurs, si nous ne sommes pas vigilants, de passer à côté. Parce que c'est des années turbulentes, comme en 2019. Donc voilà pourquoi la fédération a pensé qu'il était temps de prendre notre cahier de charges commun, l'union fait la force, pour que chaque entité prépare déjà ses propositions pour l'année 2021, pour que le ministre puisse s'appuyer sur ce cahier pour résoudre nos problèmes. En vue de mettre le plus grand nombre au même niveau d'information, un document résumant les propositions du Forum de la fonction publique a été distribué à l'assistance. Joël Ondo Ella, partenaire, président de la COSINAP, en a fait l'exposé. Vous avez le document sous vos yeux qui vous présente en un la commission de révision du cadre juridique. Je le disais, qu'il y a des textes qui aujourd'hui ne sont plus adaptables au regard de l'évolution du recrutement à la titularisation. En réalité, le texte de la fonction publique prévoit 12 ou 18 mois. Donc, aujourd'hui, il est question de bien l'intégrer, que ça doit être respecté. Ça permettra à ce que derrière ça, on amène l'évaluation. Pour que ça soit appliqué, il est question qu'on revienne avec, pour savoir que oui, tel doit avoir sa titularisation. Ce n'est pas un marché. Donc, si les gens ne comprenaient pas pourquoi on peut ramener l'évaluation, puisqu'il y avait l'avancement au mérite et l'avancement automatique. Ceux qui participent à l'effort doivent le mériter, parce que nous demandons quelque chose qui nous est de droit. Nous voulons que désormais, lorsque je suis intégré à la fonction publique, je dois faire mes 12 mois seulement, j'ai mon texte de titularisation. La mise en place d'un cahier de charges par chaque entité pour l'année 2021 a mis un terme aux travaux. Des préoccupations qui seront regroupées et remises par la fédération à chaque directeur général.
Pour sa part, Emmanuel Vemba était lui du côté de l'Assemblée nationale et de la primature ce matin. Dans ces deux institutions, le président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, par ailleurs vice-président de l'Union internationale des services publics assimilés, Afrique francophone, est allé s'entretenir avec ses principales institutions afin de légiférer sur la suppression de la violence en milieu scolaire. Il est Tomiko Darnou, Ondo et Gozo. Le dépôt de cette proposition de loi matérialise la promesse faite à la communauté éducative par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État de s'attaquer à la violence en milieu scolaire. Désormais à l'Assemblée nationale et à la primature, le texte du CAP attend maintenant d'être examiné. Son président, Emmanuel Vemba. Nous voulons tout simplement attirer l'attention de ces hautes autorités de ce que la problématique de violence en milieu scolaire reste d'actualité et récurrente. Il est question pour ces autorités d'examiner cette proposition de loi très rapidement afin que nous puissions, un temps soit peu, trouver des solutions à court terme. Nous avons été à l'Assemblée nationale, ils nous ont dit qu'ils sont presque à la clôture de la session et que le projet pourrait être examiné seulement à la rentrée du mois de mars. Mais nous disons, compte tenu de l'urgence de la question, janvier c'est entre guillemets demain, il est question pour l'Assemblée nationale d'examiner ce projet de loi afin de sauver nos enfants. Parce que sans enfants, il n'y a pas l'école. La proposition de loi s'intéresse à la répression du phénomène qui sévit dans les établissements scolaires, sa prévention ayant déjà fait l'objet d'un examen par la loi 20/2011. Il est question pour le législatif d'examiner la question de répression en milieu scolaire parce que c'est un pan qui n'avait jamais été examiné et étudié. Aujourd'hui, le gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, devrait œuvrer pour qu'il y ait une répression en milieu scolaire. Il y a trop de violence, il y a trop de dérapages et nous avons l'impression de cautionner ces violences. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un tribunal pour enfants en milieu scolaire. Selon le président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, par ailleurs vice-président de l'Union internationale des services publics assimilés à Afrique francophone, l'une des raisons qui explique l'échec scolaire dans notre pays est la violence qui sévit au sein des établissements. Hôtel de ville de la ville de Libreville, le successeur de Léandre Zué sera connu demain suite à la convocation du conseil municipal extraordinaire présidé par le gouverneur de l'Estuaire. Alors, va-t-on respecter la consigne non écrite qui souligne que le maire de Libreville soit un fan ou un miennet, ou encore le 2e arrondissement va-t-il conserver ce fauteuil? Nick Jocelyn Fouba. Dans quelques heures, la page Léandre Zué, en qualité de maire de la commune de Libreville, sera tournée. Le conseil municipal est convoqué ce mardi 29 décembre 2020 à 9h à l'hôtel de ville pour élire le nouveau maire de la commune de Libreville. En guise de rappel, Libreville, la capitale, a 3 communes. La commune d'Akanda, la commune d'Ovendo et la commune de Libreville. La commune de Libreville, c'est la plus grande. Elle possède 6 arrondissements. C'est aussi la vitrine de la capitale. Le maire sortant est un natif de la province de l'Estuaire. C'est un élu local pour le compte du Parti démocratique gabonais PDG au 2e arrondissement. Va-t-on respecter la tradition? Car pour ce mandat, le maire était de l'ethnie Fan. Pour l'heure, 2 ethnies ont toujours géré la tête du conseil municipal de Libreville, à savoir Fan et Miennet. Un principe non écrit. Au-delà de cette interrogation, une autre s'impose. Le 2e arrondissement va-t-il conserver ce fauteuil? Logiquement, les conseillers de cette circonscription politique n'auront pas tort de revendiquer le maintien du poste. À ce titre, actuellement, un seul nom circule. Il s'agit du 5e maire adjoint de la commune de Libreville, Eugène Ba. Cependant, la politique a ses secrets. Peut-être le futur maire sera un élu du 1er arrondissement, du 3e arrondissement, du 4e arrondissement ou du 6e arrondissement de la commune de Libreville. Nick Jocelyn Fouba, et déjà les populations du Grand Libreville montrent des signes d'impatience s'agissant de leur attente vis-à-vis de leur mairie, de leur maire. La question de l'insalubrité, de prime abord, les détails avec Paquita Love, Delibou, Mabika, reportage. Au terme de 3 mois d'intérim entamé le 16 septembre dernier par Serge William Akasaga Okinda, le nouveau maire de Libreville sera connu dans quelques heures désormais. Si le statut de la commune, le nombre d'habitants et parfois la densité de la ville sont des facteurs importants dans l'élection d'un maire, ces mêmes critères sont tout aussi importants dans les attentes des populations. Et parmi celles-ci, les questions d'insalubrité et d'électrification font partie des priorités. Quelques usagers. Une nouvelle personne, ça nous arrange. J'espère qu'il vient avec de bonnes idées parce qu'on est fatigué de vivre dans la saleté. Quand il sera assis sur son siège de maire de Libreville, il faudrait que ça là, la saleté là, qu'on voit. Parce que les gens qui sont chargés de ramasser les poubelles ne font plus leur travail comme il se doit. Parce qu'il n'y a plus l'argent.
La ville, on dit, on passe partout, on voit sur les bacs, on dit, gardons notre ville propre, mais on se rend compte qu'il n'y a rien. La ville est sale. Ce que nous voulons que le nouveau maire puisse faire, c'est de prendre en charge la ville, parce que c'est ça son rôle, c'est de garder notre ville propre. On attend que s'il peut apporter un changement positif par rapport à l'insalubrité. On veut le courant partout, on se fait braquer tous les soirs, on a besoin d'électricité, ça fait fuir les bandits. Le degré d'exigence, notamment sur la qualité des services publics tels que l'assainissement de la ville et l'éclairage public, sont les plus élevés, comme en témoignent ces Gabonais. Nous constatons que Libreville devient de plus en plus sale par rapport à avant. Vraiment, c'est une honte pour un pays comme le Gabon. Déjà, donc, s'il y a un nouveau maire à la tête, donc, nos attentes seront que Libreville soit de plus en plus propre. Et puis ici, on peut multiplier un peu les centres de ramassage d'ordures dans des quartiers pour que la mairie vienne ensuite récupérer et acheminer ça vers la sortie. On peut remarquer que la ville n'est pas assez éclairée, surtout la zone des PK. Si vous faites du PK 6 jusqu'au 12, il n'y a pas de lumière et cela favorise les braquages, les accidents de circulation. Donc vraiment, si ne fût-ce que cette zone et bien sûr les autres zones aussi peuvent être éclairées afin que tous ces petits maux soient solutionnés, ce serait vraiment un grand bien pour la population. L'honnêteté, le respect des promesses, la proximité et la compétence sont là des critères parmi tant d'autres attendus par les Librevillois vis-à-vis de leur nouvelle édile. Un mot de religion, Église évangélique du Gabon. Les originaires de la région synodale de Logoué-Vindo étaient face à la presse ce matin suite aux malversations financières qui en découlent au sein de l'Église évangélique du Gabon. Ces derniers expriment leur mécontentement à travers leur déclaration lue ici par le révérend pasteur Samuel Meko Mi Abodom. Il est au micro de Roland Sylvanie Andem. En cas de vacances ou d'empêchement prolongé constaté à la présidence de l'Église évangélique du Gabon, le vice-président, secrétaire administratif, assure l'intérim et convoque un synode extraordinaire dans les 3 mois qui suivent la constatation de la vacance ou de l'empêchement. Vu l'article 32 contenu dans le chapitre 5 relatif à la discipline, les cas d'infidélité dans la prédication, l'insoumission aux règles et aux décisions de l'Église, ainsi que toutes les actions qui peuvent être un scandale pour l'Église est condamnable. Considérant les résolutions du synode national de réunification de juillet 1997 qui avait mis en place la charte de réunification qui confère à l'Église évangélique du Gabon le système rotatoire, que la charte de réunification s'appuie sur le synode national qui confie à chaque région synodale la gestion de l'Église pour une période de 4 ans. La région synodale de Logoué-Ivindo, dont le tour incombait, avait plébiscité le révérend Augustin Bouengon au synode national de juillet 2018. Que le nouveau président a malheureusement créé un environnement où règne injustice, les turpitudes, les magouilles, la culture de l'abjection, la commune mesure avec le monde, allant jusqu'au détournement des subventions, des frais de collage que l'État alloue à l'enseignement privé protestant. Que les originaires de Logoué-Ivindo sud-est constatent avec regret toutes les dérives décriées au sein de l'opinion et qui mettent en mal la cohésion et la paix pourtant acquise lors de la mise en place de la charte. Que face à autant de scandales au sommet de l'Église évangélique du Gabon et qui continuent à défrayer la chronique, dont certains ont conduit les autorités judiciaires d'instruire une enquête qui vient d'inculper 6 membres de l'Église évangélique du Gabon de 4 chefs d'accusation, dont le président de l'Église. Il s'agit notamment association de malfaiteurs, détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts, blanchiment de capitaux. C'est pourquoi, soucieux de la préservation de l'éthique chrétienne et de la déontologie pastorale, ainsi que la restauration de la dignité de l'Église évangélique du Gabon, les pasteurs et laïcs, les régions synodales de Logoué-Vindo déclarent ne pas tolérer de tels actes qui ternissent l'image de l'Église et les condamnent avec fermeté. Ils font par ailleurs observer que le point de l'Église est l'un des leurs et n'a de problème particulier avec quiconque, mais de démêler avec la justice gabonaise qui lui reproche les faits submentionnés. À cet effet, la région synodale de Logoué-Vindo Sud-Est déclare qu'elle a confiance en la justice gabonaise qui a du reste rassuré l'opinion nationale de la poursuite de l'instruction pendant que ces derniers ont été mises en liberté provisoire. Elle fait également confiance aux autres membres du Conseil national ainsi qu'aux organes décisionnels de l'Église, dont le Conseil national et la Commission des ministères, pour l'application stricto sensu des textes organiques et réglementaires de l'Église évangélique du Gabon. Fort de ce qui précède, la région nationale de Logoué-Ivindo Sud-Est déclare retirer sa confiance à un de leurs fils et exige qu'il se retire de la publication de la présente déclaration. Hors de nos frontières, dans ce journal, nous irons tour à tour au Burkina Faso, en Afrique du Sud et en Belgique avec Christelle Eyan Edou. L'Afrique du Sud franchit le cap du million de cas positifs en pleine deuxième vague de la pandémie et alors qu'une variante
plus transmissible du coronavirus est responsable d'une grande majorité des nouveaux cas. Le pays le plus touché du continent africain a officiellement comptabilisé 1 4 413 cas positifs et 26 735 morts, selon l'annonce des derniers chiffres par son ministre de la Santé. Enfin, la campagne de vaccination européenne a officiellement débuté ce 27 décembre dans la plupart des pays de l'Union européenne. En Belgique, pays qui a le taux de mortalité le plus élevé au regard de sa population, a lancé la sienne ce 28 décembre. Le pays produit le vaccin Pfizer Biotech avec lequel l'Europe se vaccine. À présent, la page des sports avec Berlek Lekoba. Bonsoir. Bonsoir à lui, bonsoir à tous. On parle du football. L'entraîneur Saturin Ibila, presque sur le banc du Joliba AC du Mali. Oui, presque. Contrat pas encore signé, même si les choses sont avancées à hauteur de 95% pour l'ancien entraîneur de Bouenguidi Sport, qui n'a pas souhaité s'exprimer. Si le club malien, visiblement très enthousiaste, a déjà annoncé l'arrivée du technicien gabonais sur ses pages sociales, la signature officielle, elle, n'interviendra que dans quelques jours, le temps de peaufiner quelques derniers détails. Selon nos informations, Saturnin Ibela devrait s'engager pour 2 saisons avec le Joliba AC et aura la responsabilité de l'équipe première et de toute la politique sportive de l'académie. Le club compte sur le Gabonais pour aller chercher le titre de champion du Mali et aussi la Coupe du Mali. Il sera sur le banc des Rouges dès le mois de janvier après les petites vacances de 2 semaines accordées aux joueurs et au staff technique par le club pour les fêtes de fin d'année. Tout ce beau monde était déjà en stage de préparation de la saison à venir. La saison malienne débutera au mois de janvier justement. Pour l'instant, la date exacte n'est pas encore connue. Et pour terminer vers l'EC, du football encore, éliminatoire CAN U17, les Panthères rentrent à la maison. Oui, ils étaient déjà pas très loin, les Panthéros comme on se plaît à les appeler. Ils étaient en regroupement au centre technique de Bikele, c'est dans l'estuaire. La CAN des moins de 17 ans aura lieu au Maroc l'année prochaine. Et pour l'instant, aucune visibilité sur la formule des éliminatoires et sur le pays d'accueil dans l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, l'UNIFAC. Les jeunes Gabonais ont dû rentrer en famille pour quelques jours en attendant d'être situés sur les contours de cette organisation. Le retour au centre technique de Bikele est envisagé pour le 7 janvier si seulement les informations évoluent dans le bon sens en ce qui concerne les dates précises de ces éliminatoires et le pays d'accueil dans la zone Afrique centrale. Très loin de Bikele, le chassé-croisé se poursuit entre la FIF et la FIFA. On croyait l'affaire bouclée entre les deux parties après les échanges de fin de semaine dernière. Et non, la Fédération ivoirienne de football vient de déterrer la hache de guerre face à la Fédération internationale de football. Pour la 2e fois en l'espace d'une semaine, l'organe fêtier du football ivoirien vient de saisir le tribunal arbitral du sport pour contester une décision de l'instance internationale. Après avoir protesté contre les blocages générés par la suspension du processus électoral, la Fédération ivoirienne s'insurge cette fois contre la décision de la FIFA de nommer un comité de normalisation à sa tête, un choix dicté par des motifs au caractère fallacieux. Selon les mots de la FIF, le climat reste donc tendu entre les deux institutions. La réaction du tribunal, l'arbitrage du sport est donc très attendue pour calmer le jeu et peut-être de siffler la fin de la partie. Berlek Lekoba. Et pour la boucle de ce journal, nous revenons sur notre rubrique relative au bioportrait réalisé par la rédaction de Radio Gabon. À travers la plume de Régis Menyemendon, nous abordons aujourd'hui la 2e partie du bioportrait de René Paul Souzat. En 1946, il est secrétaire général de l'Union professionnelle des Français en Afrique. Bientôt s'ouvrent à lui les portes de l'Union française. L'année suivante, le héros de guerre, Quai Souzat, est élu conseiller de l'Union française et siège à Paris. En 1949, c'est son adhésion au RPF, parti créé et présidé par le général de Gaulle. Le 28 septembre 1958, René Paul Souzat, ancien représentant du Gabon à l'Assemblée de l'Union française, entre 1947 et 1953, met sur pied en août 1958 et avant le vote, l'Ompunga, le parti de l'Union nationale gabonaise. À l'époque, les contradictions d'ordre idéologique font rage dans l'arène politique gabonaise. Dans cette fièvre provoquée par l'imminence du référendum,
René-Paul Souzat et ses camarades Pierre Divungui et Jean-Jacques Boucavel, confrontés dans cette arène politique par ce qu'ils considèrent comme une hégémonie des peuples francs du septentrion et de l'ouest Gabon-Miéné, ils optent pour un repli identitaire. D'autant que cette hégémonie, disait-il, à tort ou à raison, était décevante et vexatoire. Ce qui les poussa à se mettre ou à se propulser au devant de la scène pour éviter leur dépendance au BDG, Bloc démocratique gabonais, et l'UDSG, l'Union démocratique et sociale gabonaise, dont les attitudes, estimait-il encore, faisaient, je cite, la condescendance des peuples dits supérieurs. Ce fut donc un divorce idéologique entre eux. René-Paul Souzat et ses amis Jean-Jacques Boucavel et Pierre Divungui avaient-ils raison? Seule l'histoire le dira encore ou le prouvera. Le Mpunga, leur parti, prit donc de l'envol, dès lors qu'il prôna le non au référendum de 1958. Ce ne fut pas un événement politique marginal en Afrique équatoriale et occidentale française. Mais même si, ici au Gabon, seule la province de la Nyanga vota non au référendum du 28 septembre 1958, qui scella l'appartenance de toutes les anciennes colonies françaises à une communauté franco-africaine. Cadre politique décidé par le général de Gaulle. René-Paul Souzat eut donc pour émule le leader guinéen Sékou Touré, dont le nom fracassant à ce référendum de 1958 provoque encore des secousses politiques aujourd'hui en Guinée-Conakry. Avec Sékou Touré, Djibo Bakary, le leader du Sawaba au Niger, qui lui ne put diriger pendant longtemps le premier gouvernement nigérien. Encore une fois, la France du général de Gaulle le frappa. Elle eut la main lourde, en l'envoyant en exil vers le Soudan français. René-Paul Souzat réclama donc, comme ces deux émules, l'indépendance immédiate de leur pays. Mais seule la Guinée tint le pari. Le leader du Mpunga devint ministre en 1960 avant d'occuper plusieurs autres hauts postes dans la haute administration. René-Paul Souzat répondra à l'appel du destin le lundi 27 février 1969 à l'âge de 56 ans. Il repose pour l'éternité au cimetière municipal de Mangy dans l'Angounier, la terre de ses aïeux qu'il a vu naître. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. La technique ce soir, le rite Ilanka, Herman Osunga au montage, réalisation Nick Jocelyn Fouba, collaboration rédactionnelle, Darlek Lekoba, Christelle Eyan Edou, Régis Mayamendon, Ridunga Motolombe. Au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.